Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première. C'est une nouvelle émission que vous propose la chaîne Twitch de l'université, Unim TV. On se retrouve avec pas mal de monde sur notre plateau, dans la bulle de Vauban. Pas mal de monde pour ce nouveau format qui s'appelle Les chercheurs décryptent l'info. L'idée de ce format, c'est d'aborder des thèmes d'actualité, des thèmes de l'actualité, hein, et pas simplement de l'actualité de l'université. Non, là, c'est l'actualité de manière générale, sous un angle pédagogique, appuyé sur des universitaires. En fait, l'idée, c'est de mobiliser nos enseignants-chercheurs au sein de l'université pour apporter un regard solide, appuyé scientifiquement, appuyé par les connaissances dont ils disposent sur tel ou tel thème d'actualité et pour ainsi combattre, hein, on ne va pas se voiler la face, c'est un peu l'un des objectifs un peu ambitieux de cette émission, c'est de combattre toutes les fausses informations, toutes les lectures simplistes et caricaturales que l'on peut trop souvent entendre ou voir ou lire sur notamment les réseaux sociaux. Donc du coup, voilà, chaque semaine, on aura, enfin chaque semaine, tous les 15 jours, parce que c'est plutôt le format tous les 15 jours on va retrouver le vendredi, là, vers midi, un petit peu avant midi. C'est à ce moment-là qu'on se retrouvera pour parler, pour traiter de 2, 3, 4 thèmes éventuellement qui sont choisis de manière parfaitement arbitraire parce qu'en fait, le but, alors arbitraire par l'équipe qui intervient, parce que le but, c'est pas de faire intervenir nos enseignants sur tout et n'importe quoi, hein, c'est pas les grosses têtes. Le but, c'est justement qu'ils apportent un regard autorisé parce que appuyé sur leurs compétences, leurs connaissances, et donc ça implique qu'on fasse un choix dans l'actualité. Alors, sans plus perdre de temps, puisque on va essayer de respecter quand même un format qui est pas trop long. Trois thèmes aujourd'hui que l'on souhaite aborder. Un premier thème qui a quand même retenu pas mal l'actualité ces dernières semaines, c'est le thème du mécontentement agricole, hein, du mécontentement paysan. On va essayer de comprendre, en tout cas certains de ces aspects, parce que c'est assez complexe, mais certains de ces aspects, en discutant ensemble, aussi bien sur des questions vraiment juridiques, historiques également, et puis voilà, essayer d'y voir un petit peu plus clair. On aura un deuxième thème qui traitera du télétravail. Ça, c'est un thème un petit peu plus de fond. On n'en parle pas tant que ça finalement en France pour l'instant, mais il y a un mouvement, notamment aux États-Unis, de retour vers le travail, de sortie du télétravail qui est assez intéressant et on le sait assez souvent en France. On a tendance à suivre ce qui se passe aux États-Unis, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il faut en penser. Et puis on aura un thème qui paraît là aussi un petit peu plus loin de l'actualité, et pourtant qui l'est également, c'est les risques de tsunami en Méditerranée, puisqu'il y a eu assez récemment une alerte, hein, qui était un test, mais il y a eu une alerte qui nous rappelle qu'il y a un vrai risque de tsunami en Méditerranée. On y reviendra tout à l'heure avec des spécialistes de ces questions. Donc, on attaque, il n'y a pas de jingle. On attaque avec la première. Voilà, je regarde la régie pour leur dire un petit peu ce qu'il reste à faire pour la prochaine. Donc, on attaque avec la première, le premier thème, c'est-à-dire j'ai intitulé ça les révoltes paysannes, parce que bon, il y a le côté historique qui évidemment pourra parler, mais c'est peut-être un peu fort comme terme. Alors, juste parce que je manque à tous mes devoirs, mais je vous dis un mot de présentation quand même des personnes qui sont sur le plateau en ce moment, en commençant par Elsa, donc Elsa Kos, qui est maître de conférence en psychologie sociale. À ses côtés, Thibaut Perrin, qui est maître de conférence en gestion. Donc tous sont à l'université, hein, je ne le précise pas, à l'université de Nîmes. Romain Millot, qui est maître de conférence en histoire ancienne. Guillaume Bartolotti, qui est maître de conférence en histoire du droit. On ne précise pas, mais c'est ancienne aussi. Mais bon, l'histoire du droit, c'est tellement large que ça va de la plus haute antiquité jusqu'à l'ère contemporaine. Aurore Fournier, qui est maître de conférence en droit privé Bonjour, ouais. également. Et puis, sont à distance et nous rejoindront un petit peu plus tard Axel Cadière, qui pourra intervenir d'ailleurs dans les débats. Elle est déjà là. Qui est
qui est maître de conférence, en. J'ai un petit doute sur la discipline elle-même. Je Euh, t'écoute, je t'écoute. voilà, Je ne t'aiderai pas. c'est charmant. Mais il y a tellement de disciplines dans les sciences dures qu'ensuite je les confonds toutes. C'est ça le problème Non, de mais en venir fait, des j'ai sciences pas humaines et vraiment de sociales. discipline. J'ai pas vraiment de discipline, ce qui, du coup, peut te poser des problèmes. Je navigue entre la biologie et la biochimie, donc voilà, c'est un peu Voilà, bah, compliqué. j'hésitais entre L'environnement, un biologie peu et tout. chimie, tu vois, donc du coup, Du coup, c'était la biochimie, donc tu avais raison. voilà. Et donc tu es dans tes montagnes, on le voit tout à fait sur la petite image Je que me suis tu nous as éloignée du présentée. tsunami. Voilà, tout à fait. Tu t'es mis en hauteur. Et puis nous rejoindra également Béatrice Gisclair qui viendra un petit peu plus tard et qui est maître de conférence en design, rattachement, mais on verra qu'elle intervient dans de très nombreux secteurs et notamment en psychologie également. Allez, on commence donc avec le mécontentement paysan hein, qui a marqué la France là, pendant une. Bon, c'est pas tout à fait fini, hein, mais ça s'est calmé quand même, mais pendant une grosse quinzaine de jours, qui est un mouvement assez complexe parce que qui touche à plein de choses et avec. Bah, c'est souvent dans ces mouvements assez informels, hein, c'est quelque chose d'assez spontané finalement, pas très organisé, avec des revendications qui sont multiples, hein, mécontentement autour du prix du gasoil, mécontentement autour de la réglementation, des réglementations européennes, notamment des réglementations en matière écologique, mais également ça se fait sur un arrière-plan qui est les négociations entre les fournisseurs et la grande distribution, parce qu'il y a cette question des prix, bien sûr, agricoles. Et donc, je voulais un petit peu avoir votre avis sur ces questions. Alors peut-être commencer par un fond historique. Bon, c'est pas la première fois qu'on a des révoltes ou un mécontentement paysan qui prend des formes qui peuvent être violentes, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nos deux historiens Bah oui, oui, moi je vais commencer. Alors c'est le rôle des historiens de faire un peu la dimension Père Castor, qui vont raconter les histoires pour revenir en arrière, pour essayer de trouver des parallèles possibles. Bon, moi je suis spécialiste d'histoire romaine, donc quand on me parle de révolte paysanne, je pense au premier temps de la République, je pense à cette division initiale de Rome entre patriciens et plébéiens. Il faut savoir qu'à cette époque-là, eh ben, Rome, son armée, ce sont des paysans, l'essentiel de sa classe citoyenne, ce sont des paysans, et l'essentiel de sa classe politique, la strate des patriciens qui sont vraiment au-dessus, qui dominent la cité, ce sont les grands possesseurs terriens. Et donc, dès les premiers temps de Rome, on a des tensions autour de la possession de la terre, on a des tensions autour aussi du crédit, avec la possibilité d'être mis en esclavage pour dette. Et tout le début de l'histoire de Rome est marqué par ces tensions entre le gouvernement et les agriculteurs, en quelque sorte, puisque même le gouvernement est agriculteur, mais ce sont les grands patrons de l'agriculture, si on peut faire un parallèle rapide. Et ça mène parfois à des tensions qui peuvent être des tensions très violentes. Et les modalités de protestation des agriculteurs qu'on trouve en France aujourd'hui, eh bien, il faut savoir qu'on les a déjà vus à Rome. La marche des agriculteurs contre Paris, bah, on a eu une marche des agriculteurs contre Rome. Alors c'est il y a même eu une marche sur Rome hein, récemment en Italie, des agriculteurs également. ah bah oui, parce qu'effectivement le mouvement s'est étendu. Eh bien, Rome a déjà connu ça. En 342 avant Jésus-Christ, hein, c'était déjà le cas. C'est le cas dans le cas de l'armée citoyenne, justement, ces agriculteurs soldats se sont révoltés contre Rome. Ils étaient à cette époque-là dans la région de l'arrière-pays de Naples, hein, dans la région de Capoue. Ils étaient stationnés là-bas. Ils se disaient que les terres étaient particulièrement riches, plus riches que leurs petits lopins aux alentours de Rome. Ils se disaient, nous, on aimerait bien s'installer là, remplacer la population. Leurs chefs militaires leur ont dit il est hors de question que vous fassiez ça. Et pour protester contre cette décision, eh bien, ils ont marché contre la cité-mère. Et il a fallu que Rome mobilise une armée pour parvenir à endiguer le mouvement. Alors les deux armées se sont retrouvées face à face et finalement ne se sont pas affrontées. C'est un compromis qui a été trouvé et des lois ont été passées pour diminuer les charges qui pesaient sur les paysans endettés. Alors, on avait déjà quand même des problématiques en effet qui font
écho à ce que l'on connaît aujourd'hui avec cette question, notamment des charges, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit des charges réglementaires ou des charges fiscales. Ces questions fiscales, c'est d'ailleurs des questions qu'on a retrouvées dans l'histoire, puisqu'on a en tête les jacqueries, notamment médiévales ou à l'époque moderne, peut-être pour compléter ces révoltes-là. Alors, si je peux compléter peut-être sur Rome, déjà, 2 mots si on me laisse le temps. Oui, 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 mais avec plaisir. Déjà, ce qu'il faut comprendre, alors tu l'as déjà un peu dit, c'est que la République romaine, même si elle renverse la royauté, elle est fondamentalement inégalitaire. C'est un régime républicain, mais inégalitaire, parce que, tu l'as dit, c'est l'aristocratie qui domine. Et la question, en fait, de la répartition des terres, elle va demeurer pendant toute la République une question centrale, en fait, au même titre que les revendications égalitaires qui vont être satisfaites à certains moments, hein, dès le début de la République. C'est la loi des 12 tables, par exemple, qui est la mise par écrit du droit sur le modèle d'Athènes, qui permet de clarifier un petit peu la situation juridique, mais qui ne résout absolument pas les tensions dont tu as fait état et qui en fait, vont perdurer, notamment pour une raison en fait, assez simple, c'est que Rome est dans une dynamique de conquête, et Rome va conquérir des territoires, et Rome ne va pas répartir les territoires de manière égalitaire lorsqu'elle va les conquérir, notamment en Méditerranée, et ça va mener à des mouvements de protestation. Et la fin de la République romaine, en fait, elle va rester sur cette tension-là. C'est l'un des éléments qui va expliquer d'ailleurs la fin de la République romaine, et qui va commencer, on peut faire commencer, je dirais, le début de la fin, comme dirait Churchill, à la fin du IIe siècle environ. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Si, mais si, avec bien la sûr. question des Gracques qui commencent à arriver, qui sont porteurs, les deux frères qu'on appelait les Gracques, euh, qui sont porteurs tous les deux de revendications égalitaires en matière de répartition des terres, qui sont tribuns de la plèbe, qui représentent en fait la plèbe, qui est, tu l'as dit, composée d'agriculteurs surtout. Et ils vont en fait donner lieu à deux partis qui vont s'affronter pendant toute la fin de la République, qui sont les optimates, le parti aristocratique, et les populares, qui sont le parti des populaires, donc du peuple, qui va en fait être représenté à plusieurs moments ensuite, encore jusqu'à la fin de la République. Et l'un des derniers représentants, ça sera Jules César, qui va donner lieu à cette tradition politique et le césarisme démocratique, puisqu'il va s'appuyer sur le peuple en fait pour César, qui lui-même était un aristocrate, hein, voilà, qui était un comme quoi, aristocrate, hein, mais qui va défendre les intérêts utiliser du peuple n'est pas réservé au peuple, a qui priori. va utiliser cette question-là pour arriver au pouvoir et pour en arriver à la dictature. Ouais. Les Grecs qui ont assez mal fini, hein, puisque assez mal tous fini. les deux, ils ont été assassinés. Il y a une question dans le chat, et donc je salue le docteur Yarty, qui nous demande s'ils avaient bloqué les routes avec des tracteurs à l'époque. Alors, les tracteurs, bon, Avec des chars peut-être. évidemment, l'absence de moteur était compliquée, mais oui, est-ce qu'il y avait eu des blocages? Est-ce qu'on sait ça, s'il y avait ce genre de choses? Alors là, malheureusement, on est Ouais, tributaire c'est de difficile, peu de des sources, et sources. des sources qui s'intéressent surtout aux principaux acteurs de ces événements, c'est-à-dire aux aristocrates qui, de part et d'autre, mènent le mouvement. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que ces armées citoyennes, et c'est ce qu'on disait à l'instant, ne sont dirigées que par des meneurs populaires. À Rome, il n'y a pas de meneurs populaires, ou très peu de meneurs populaires, et pour qu'il y ait mouvement populaire, il faut qu'il y ait un aristocrate qui soit placé à sa tête. Les deux frères Gracques étaient des aristocrates. César était un aristocrate, et cette idée d'impossibilité du mouvement populaire, elle traverse l'histoire romaine. Alors c'est un peu différent au Moyen-Âge, pour le coup, où on a, avec les jacqueries, les premiers événements où on voit des meneurs issus du milieu de la boutique, du milieu de l'artisanat. Pendant la guerre de 100 ans, hein, ça va être le cas. Mais à Rome, en tout cas, ce n'est pas conceptualisé par les auteurs antiques. En tout cas, ils ne veulent pas en entendre parler de ces meneurs populaires. Alors, on peut parler des révoltes de gladiateurs, hein, mais là, c'est encore Ouais, une autre c'est encore histoire. autre chose. Ok, donc on l'a compris, c'est un phénomène qui est quand même qui s'inscrit très très loin dans le temps. Alors à l'époque, les paysans, j'imagine que leur production arrivait aux consommateurs via des marchés. Il n'y avait peut-être pas encore une structuration de la distribution qui était aussi complexe, encore que, bon, on n'a pas le temps de développer, mais la nonne ou ce genre de choses, c'était quand même des organisations. Mais bon, sans aller jusque-là, ça nous permet de faire un petit bond, cette question de la distribution des produits agricoles, justement,
qui fait partie des problématiques que rencontrent les agriculteurs, puisque évidemment, cette négociation implique forcément derrière une pression très forte des distributeurs, donc la grande distribution pour l'essentiel, avec une pression pour avoir les prix les plus bas au niveau du producteur. Donc ça, est-ce qu'on peut en discuter un petit peu? Je me tourne vers Aurore là-dessus. Oui, avec plaisir. Oui, en effet. Alors, c'est pour ça que ont été instituées notamment les lois Egalim. Alors, on peut entendre parfois justement de la loi Egalim. Ce sont les lois, puisque c'est un dispositif législatif qui résulte de 3 lois. La première qui a été adoptée en 2018, la deuxième en 2021 et la dernière en 2023, le 30 mars dernier. Après, c'est un problème récurrent. Alors, vous l'avez dit, mais même par rapport aux grands distributeurs, à la distribution, mais on sait quand même en filigrane que c'est les grands distributeurs qui sont visés, qui ont un pouvoir, une force économique, un pouvoir d'achat qui est considérable et donc qui est susceptible de mener à des négociations abusives en leur faveur et à la défaveur, effectivement, des producteurs, en premier lieu les agriculteurs. Donc, ça fait déjà plusieurs années, plusieurs décennies même, que le législateur intervient au prix de multiples réformes pour essayer de protéger justement les fournisseurs, les producteurs face à cette force de négociation que représente la grande distribution. Et alors les lois Egalim ont pris certaines mesures en visant particulièrement, surtout pour les 2 premières, les agriculteurs, pour la part agricole, avec différentes mesures sur le fond, dont déjà la pertinence peut parfois se discuter. Il faut bien le dire. Je pense par exemple au relèvement du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires, hormis les fruits et légumes, qui est qui en premier lieu augmente en réalité la marge du grand distributeur, l'oblige lui interdit finalement de vendre à prix coûtant et l'oblige à réaliser une marge de 10% minimum sur le prix d'achat, mais qui en réalité a une vocation à impacter sur la part agricole qu'on va aussi augmenter, la part du fournisseur pour pouvoir augmenter la marge du grand distributeur. Alors ça a été assez critiqué parce que c'est vrai que la mesure est un peu particulière et elle reposait quand même sur l'idée que les grands distributeurs allaient envisager de effectivement accepter l'augmentation de la part des fournisseurs. Mais après, on a d'autres mesures qui ont pu être prises aussi sur la négociation, pour l'essentiel, pas que, mais pour l'essentiel sur la négociation commerciale, justement. Avec, pareil, une mesure aussi, on a réintroduit un principe qu'on avait déjà testé il y a quelques années, qu'on avait finalement éliminé, qui est le principe de non-discrimination. Pareil, avec la même idée d'essayer de protéger, donc une interdiction de négociation finalement sur certains produits. Et là, la loi Egalim, effectivement, enfin la Egalim 2 et Egalim 3, Egalim 2 d'abord, a décidé de réintroduire ce principe de non-discrimination sur les produits alimentaires et alors ce qu'on appelle les pet food. Je suis désolée, notre collègue Thibaut va me dire quand même la langue française, pensons à la valoriser. Donc effectivement, l'alimentaire destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Au départ, dans un premier temps, c'était vraiment ça, interdiction de négociation sur ces produits-là, de façon à ne pas faire baisser en fait la part des fournisseurs, et qui a été étendue par Egalim 3 aux produits de grande consommation. Alors les produits de grande consommation, on a toute une liste qui a été fixée par décret, mais qui couvre finalement bien sûr les produits alimentaires, ceux destinés à nous-mêmes et aux animaux de compagnie, mais qui couvre aussi les produits hygiène, santé. Voilà. Donc déjà, il y a une discussion sur la pertinence des mesures qui sont prises, sur leur réelle efficacité. Et en plus de ça, il y a d'autres difficultés qui se rencontrent avec ces lois Egalim. La première, c'est que finalement, les grands distributeurs ont tendance à se réunir. Alors déjà, ils ont une force chacun d'achat et un pouvoir d'achat extraordinaire, et donc une force de négociation très forte, mais très importante. Mais ils ont aussi la possibilité de se réunir, et la pratique est de se réunir en centrale d'achat, de se regrouper. Voilà. Et l'une des premières problématiques qui ont pu être envisagées par les premières lois Egalim, suite à l'adoption des premières lois Egalim, ça a été justement de voir les grands distributeurs qui ont délocalisé la négociation commerciale et qui sont passés par des centrales d'achat européennes qui n'étaient pas rigoureusement soumises aux lois Egalim qu'on avait pu adopter. Alors la loi Egalim 3 a essayé de récupérer la difficulté en évitant ce contournement, en disant à partir du moment où ce sont des produits qui sont commercialisés en France, même si ça passe par des centrales d'achat européennes, vous devez respecter la loi Egalim française. Et alors ça permet de basculer sur la deuxième problématique que rencontrent finalement ces lois, à savoir que dans les faits, elles ne sont pas réellement respectées. Alors là, on nous a promis des contrôles et des sanctions évidemment attachées, parce que
on est sur des sanctions qui peuvent être assez fortes et assez dissuasives. Ça peut conduire, alors par exemple, évidemment, à la nullité des pratiques, enfin la cessation des pratiques, la nullité des contrats, avec restitution des avantages indus, etc. Mais il y a aussi des amendes civiles qui peuvent être prononcées, alors qui sont plafonnées, mais avec des plafonds qui sont quand même assez élevés. Hein. On a notamment, alors c'est un triple plafonnement, mais on a notamment un plafond qui est estimé à 5 millions d'euros. Donc ça laisse quand même de la marge pour sanctionner de manière assez dissuasive malgré tout. Encore faut-il contrôler, constater la pratique restrictive de concurrence et la sanctionner derrière. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ces difficultés-là quand même très clairement. Et après, tu les évoquais à l'instant, on parlait justement de ces contraintes, les différentes normes qui existent et qui existaient déjà. Là, on a cette difficulté aussi avec l'Union européenne où on est, nous, dans un pays, la France, qui a adopté des normes en termes écologiques, en termes d'alimentation, finalement durable et saine, qui sont au-dessus des normes européennes, ce que permet l'Union européenne. Et c'est tant mieux pour le consommateur et pour nous tous, parce qu'on vise une alimentation en tout cas plus saine. Néanmoins, ce sont des normes qui ne sont effectivement pas respectées par les autres pays de l'Union européenne, qui respectent simplement, mais elles ne sont obligées qu'à ça, effectivement, les normes européennes, qui sont en dessous des normes françaises. Et alors, ça met les agriculteurs dans une situation très problématique parce qu'ils se retrouvent effectivement à devoir supporter des charges qui nécessairement font augmenter leur prix et se retrouvent en situation de concurrence déloyale parce qu'ils sont directement concurrencés par d'autres agriculteurs des pays de l'Union européenne qui ont beaucoup moins de charges à respecter et donc avec des prix qui peuvent proposer des prix beaucoup plus bas. Voilà. Oui, ça c'est certain, d'autant que en plus la concurrence elle n'est pas exclusivement limitée à l'Union européenne. On parle beaucoup des poulets ukrainiens ou je ne sais quelle production. Et puis il n'y a pas que les questions environnementales, parce qu'il y a en effet cette réglementation écologique, mais il y a également la réglementation sociale qui est plus ou moins employée. Et puis par exemple, on parle beaucoup, il y a eu des destructions de produits espagnols, notamment sur les autoroutes. Et la question en Espagne, c'est moins les questions environnementales, parce que, à ma connaissance, la réglementation environnementale en Espagne, elle est quand même assez contraignante aussi, que des questions sociales, en fait, avec l'emploi de travailleurs non déclarés, etc., qui est assez massive dans certaines régions agricoles en Espagne. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur cette question. On va peut-être passer à la question suivante. Béatrice Gisclard, qui devait nous rejoindre, est arrivée. Donc, comme elle est à distance et qu'elle dispose d'un temps limité, on va peut-être pas suivre tout à fait l'ordre que je vous avais indiqué à la base, mais on va parler du tsunami en Méditerranée. Bonjour Béatrice, tu nous entends ? Bonjour. Oui, je vous entends parfaitement. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Bon, merci. Et il doit y avoir Axel aussi qui est dans ces montagnes également, pas très très loin. Enfin, pas très loin sur l'écran en tout cas. Donc, alors juste en termes de contexte, le 19 janvier dernier, un certain nombre d'habitants du pourtour méditerranéen, c'est le cas d'Aurore, je crois. C'est mon cas, effectivement. Qui ont reçu un SMS les alertant de l'imminence d'un tsunami. Donc, bon, on imagine ce que ça peut entraîner de recevoir ce genre de choses, même s'il y avait eu une campagne annonçant qu'il allait y avoir un test. Cette campagne, tout le monde n'en a pas eu connaissance, donc ça a dû faire un petit peu drôle. Et donc ça a évidemment ramené une question qui est un petit peu perdue de vue par beaucoup de gens qui vivent sur le littoral méditerranéen. C'est que la Méditerranée, c'est une zone sismique. Elle est entourée de zones sismiques. C'est donc une mer qui est loin d'être calme, même si en effet c'est assez difficile de faire du surf en Méditerranée, mais il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir des grosses vagues par moment. J'ai trouvé rapidement là, deux exemples. Alors c'est aujourd'hui largement oublié, mais 1979, un raz-de-marée, enfin un tsunami, comme on dit maintenant, sur la côte d'Azur, dans la région de Nice, 11 morts quand même, à Antibes essentiellement. Et puis plus récemment, je m'en souviens quand j'étais tout petit, en Camargue, en 1985, un raz-de-marée dans la région des Saintes-Maries-de-la-Mer, un mort, une dizaine de blessés. Alors ça a essentiellement concerné des campeurs, mais bon, il n'en demeure pas moins que on a eu un raz-de-marée qui rentrait, l'eau est rentrée à 800 mètres dans les terres quand même, ce qui est loin d'être négligeable, et ce qui montre que voilà, on est sujet à potentiellement des raz-de-marée. L'ONU, dans un rapport extrêmement intéressant et qui ne fait pas flipper, qui date de l'année
dernière, de 2022, il y a 2 ans, nous annonçait que dans les 30 prochaines années, la Méditerranée avait 100% de chances de connaître un tsunami. Donc voilà, au moins ça c'est clair. Maintenant, bon, la Méditerranée est grande, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un vrai risque. Alors justement, on peut revenir un petit peu là-dessus. Béatrice, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que vraiment il faut qu'on ait peur? Alors à Nîmes, je pense qu'on n'a pas beaucoup de risques, mais est-ce que nos amis du Gros-du-Roi ou des Saintes-Maries doivent avoir peur? Alors déjà, justement, l'idée, c'est de ne pas avoir peur et c'est notamment pour ça que l'État organise des exercices d'alerte. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, à partir du moment où il y a un littoral, il y a toujours un risque en fait de tsunami ou de raz-de-marée selon l'appellation. La catastrophe que tu évoquais de Nice, en fait, il y a différentes typologies. C'était pas lié comment dirais-je, à la plaque africaine qui rentre sous la plaque européenne, mais c'était un effondrement de terrain dans la mer qui a généré une vague de submersion, alors que effectivement l'événement de Camargue que tu mentionnais est lié à finalement un séisme qui s'est passé au large des côtes méditerranéennes, plutôt côté algérien, et qui a généré une onde vague qui a atteint les côtes méditerranéennes. Pareil, toute côte est susceptible d'avoir un tsunami. Lisbonne, 1755, tsunami géant qui a ravagé la capitale portugaise de l'époque. Donc, par rapport à ça, et pour effectivement ne pas en avoir peur, en fait, on a beaucoup plus peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce face à quoi on se sent impuissant et sur lequel on ne sait pas comment agir, que justement quand on a connaissance et les exercices qui sont faits, quelle que soit la nature, sur le risque attentat, le feu. Nous, on va dire que dans notre territoire, on est très habitué aux épisodes cévenols. D'autres régions ne savent pas forcément comment se comporter par rapport à ça. Donc il y a 2 choses. Là, ça a été tester donc le dispositif Affaires Alerte qui existe, qui est le dispositif d'alerte à l'échelle nationale qui existe depuis 2022. Donc où on reçoit, alors il y a 2 choses, il y a à la fois, c'est une technologie qui est double, il y a du cell broadcast, donc c'est une diffusion qui est, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le côté de mais comment l'État connaît mon numéro, comment sait-il mon numéro et comment ça se fait que je reçois une notification. En fait, que déjà qu'on se rassure, l'État ne connaît pas les numéros des personnes et en fait, ça, c'est une diffusion qui se fait par les antennes des opérateurs, donc Bouygues, Orange, etc. Enfin, tous les opérateurs qui en fait vont diffuser des messages de l'État, donc pilotés par les préfectures, puisque seuls les maires et les préfets ont la capacité de donner une alerte réelle. Et donc là, on a testé, ce qui a permis aussi de tester, parce qu'il y a toute une équipe de chercheurs qui travaillent là-dessus, et à l'échelle de Nîmes, Karine Weiss et moi-même faisons partie donc de l'équipe de recherche, mais il y a aussi beaucoup de collègues géographes de Montpellier et d'Avignon qui travaillent là-dessus, pour arriver à documenter en fait comment les gens reçoivent leur alerte. Et donc, il y a à la fois le cell broadcast et il y a également les SMS qui, eux, là, pour le coup, sont géolocalisés, mais à partir du moment où la personne s'est inscrite auprès de sa mairie, par exemple, sur des fichiers en disant je suis d'accord pour recevoir une notification d'alerte. Donc, il y a ce double entrée qui permet aussi, et ça avait été une préparation faite, par exemple, pour le grand événement des Jeux Olympiques, de dire on va pouvoir alerter des gens qui sont des touristes, mais aussi bien des Français qui sont en vacances sur la Côte d'Azur que des touristes qui vont venir dans le cadre des JO. Et ça permet surtout une diffusion de masse qui va essayer on va dire, de faire en sorte de ne pas être dans les situations qu'on a connues il y a quelques années, au moment où tout le monde s'envoyait le bonne année, et ça a créé une saturation des réseaux qui empêchait la réception des appels. Donc là, en fait, l'idée d'organiser des exercices, c'est qu'effectivement, on teste. Donc l'idée n'est pas de paniquer, mais pour que les gens, à la fois, il y ait une vertu qui permette à tout à chacun de se dire « Ah oui, effectivement, la Méditerranée est concernée par le risque tsunami », et également de s'interroger sur les
les consignes comportementales. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, par exemple, en premier lieu, surtout ne pas prendre sa voiture. En fait, d'être en capacité de rejoindre des points en hauteur. Parce qu'en fait, un point qui est important à comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que oui, la Méditerranée est concernée par des tsunamis. Oui, les tsunamis sont des phénomènes particulièrement dangereux. En revanche, la question des représentations du risque, et ça là-dessus, Karine Weiss travaille plus particulièrement là-dessus. Quand on parle de tsunami en Méditerranée, il ne s'agit pas de vagues géantes de 14 mètres de haut. Il s'agit en revanche du phénomène de tsunami, c'est-à-dire un mur d'eau qui avance à une vitesse assez importante et qui va avancer frontalement en direction des côtes, et que s'entraîner, c'est aussi se dire que si le phénomène arrive en plein mois de novembre à 11 h du soir, il y aura moins de personnes touchées, et même quelque part la plupart des gens seront en sécurité parce qu'ils sont chez eux, alors que si ça survenait sur un littoral estival avec énormément de touristes, la question de l'évacuation serait beaucoup plus disons, complexe, et ça permet aussi aux mairies de préparer en fait des itinéraires d'évacuation, et surtout de les identifier, parce que quand vous avez peu de temps en fait pour réagir quand le phénomène arrive, parce que si le séisme se passe par exemple au large des côtes africaines, vous pouvez avoir entre par exemple 1 heure, 1 heure et demie avant que la vague de submersion arrive. Si le séisme a lieu beaucoup plus proche de nos côtes, et ça on peut pas le savoir à l'avance, et ben là on aura des temps qui seront très très restreints, de l'ordre de quelques dizaines à vingtaines de minutes pour évacuer. Alors, Après, juste, Béatrice, oui, peut-être juste une question de pur ignorant, hein, on imagine que, enfin j'imagine en tout cas, que le séisme, évidemment, il ne faut pas qu'il soit trop loin, mais a priori, dans la Méditerranée, plus il va être loin, plus il y a le risque quand même d'avoir une vague assez élevée, non? Si le séisme est à proximité, à quelques kilomètres des côtes françaises, est-ce qu'on risque d'avoir une grosse vague quand même? Alors tu l'as dit, c'est la Méditerranée, donc on va pas non plus avoir des vagues de 10 mètres, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de risque d'avoir une vague importante si le séisme est plus loin que s'il est plus près? alors, pour pouvoir répondre, il faudrait voir avec des collègues qui sont sismologues. Je ne m'aventurerai pas là-dessus parce que c'est pas dans mon champ d'expertise, mais sur les études qui avaient été menées, on estime que voilà, les vagues, enfin la hauteur des vagues serait plutôt de l'ordre de entre entre 1,50 m jusqu'à 5 mètres. Donc voilà, on n'est pas sur des Bon, hauteurs. après, une vague de 5 mètres, ça commence à faire mal Oui, c'est quand pas même, mal. hein. Ça commence à faire mal. Alors là, on est vraiment sur les estimations très très hautes. Et puis après, ça dépend aussi de la configuration du littoral. En fait, on a des villes du côté des Alpes-Maritimes où en fait très très rapidement la déclivité du terrain permet qu'on se mette à l'abri très vite. Il est évident qu'en Camargue, comme tu le Oui. mentionnais, l'eau peut avancer beaucoup plus rapidement à l'intérieur, et on n'a pas forcément de bâti très très haut. Mais néanmoins, en fait, il faut pas tant avoir peur de la hauteur des vagues que ce phénomène de mur d'eau en fait qui avance. Donc c'est plutôt ça. Et je vous dis, l'intérêt, c'est que maintenant, on a une automatisation des alertes, c'est-à-dire que partout en Méditerranée, il y a des capteurs qui sont mis, qui vont indiquer et renseigner sur la sismicité, et qui vont être ensuite immédiatement envoyés, et qui vont permettre en fait une détection plus précoce, et donc permettre aux gens de se mettre très rapidement en situation. Et puis c'est vrai que sur des murs d'eau, on va dire de 3 mètres, vous montez dans un immeuble et vous êtes en Sécurité, ouais. sécurité. Ouais, Voilà, tout à fait. d'accord. Merci Béatrice. Donc, Peut-être faut pas paniquer. pour les autres présents, est-ce que vous voulez compléter ou poser une question ou non?
pas de complément particulier. Non, moi juste, effectivement, j'ai reçu cette alerte alors que je me rendais au salon de l'enseignement supérieur qui était, qui se déroulait au parc des expositions à Pérols. Donc c'est vraiment en me garant et en arrivant et en sortant de ma voiture que là j'ai reçu effectivement l'alerte. Alors voilà, donc je pense que ça a dû fonctionner par la géolocalisation, Ouais. même si je ne me suis pas inscrite sur une liste, ou alors je ne m'en rappelle Alors, vraiment pas. c'est Oui, pas en géolocalisation. Là, du coup, c'est sûr que si tu n'es pas inscrite sur une liste, il y a, comment dirais-je, la diffusion, c'est faite par les antennes de ton opérateur téléphonique d'accord. qui étaient concernés par cette zone. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre aussi que en fonction des types de smartphones que les personnes ont, en fonction des différents opérateurs, il y a des études, il y a des articles scientifiques très récents qui montrent que contrairement à ce qu'on a en termes de représentation, où on a une diffusion en parapluie avec un cercle bien géométrique comme on aime autour de l'antenne, et ben en fait, il y a un phénomène que les géographes appellent où en fait ça bave. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans la même zone, ne vont pas forcément recevoir dû aux différentes technologies et aux différentes capacités des opérateurs à travers leurs antennes, et des personnes qui vont être hors zone directement concernées, qui vont néanmoins recevoir des informations. Mais on a justement travaillé avec l'équipe des chercheurs sur les messages de manière à ce qu'ils soient le plus compréhensible pour le moment et qui donnent des consignes claires par rapport à ce qu'il faut faire. Et évidemment, là, dans le cas d'exercice, normalement, tu as dû recevoir exercice sur le message. Alors Sur oui, le message. c'est vrai, mais alors ça m'a surprise. J'avoue que j'ai été quand même surprise parce que en plus moi j'ai tout le temps mon téléphone en silencieux et donc là il a crié très fort et donc j'ai beaucoup appuyé sur le téléphone de façon à faire disparaître le bruit en réalité, mais qui a entraîné aussi la disparition du message, de sorte que je n'ai pas pu prendre le temps Heureusement que d'écouter c'était les qu'un consignes. exercice. Voilà, exactement. Et heureusement aussi, et merci aussi pour ces précisions, notamment les précisions que tu as pu apporter sur la réaction à adopter, parce que pour de vrai, je me suis quand même, parce que j'ai eu le temps, avant d'appuyer sur mon téléphone, de voir alerte tsunami, donc en lettres capitales. Et je me suis posé la question, je me suis dit, comme je venais d'arriver, je me suis dit, est-ce que je remonte dans ma voiture ou est-ce qu'à la limite, je cours dans le parc expo, quoi. Mais là, voilà, maintenant, grâce à toi, j'ai Non, ma en réponse. fait, la voiture, c'est vraiment, et c'est valable aussi, par exemple, dans la question des feux de forêt. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la voiture n'est pas toujours Oui. la bonne attitude à avoir parce qu'on a des phénomènes d'engorgement en Et voilà. fonction des Oui, parce que c'est vrai endroits. qu'instinctivement, on pense à la fuite Et on va rapide, se retrouver mais bloqué, effectivement, en bloqué dans réalité, des bouchons, c'est ça. ouais. Et c'est ce qu'on appelle, nous, sur la question des catastrophes, le surévénement. C'est-à-dire que Ah ça oui. vient se rajouter Ouais. à l'événement, c'est l'engorgement parce que les gens prennent leur voiture. Et c'est pour ça que vraiment, c'est important de dédramatiser. Alors, même si c'est de dire, ayons conscience que ça peut arriver et que, typiquement, comme ce qu'il y a eu en Indonésie, si vous voyez la mer qui se recule, quoi qu'il arrive, même si vous ne recevez Partez. pas de notification, partez, lâchez Partez et tout et montez. partez. Voilà. Mais que voilà que en revanche il n'y a pas voilà, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films catastrophes, vous n'aurez pas une vague d'une hauteur d'un immeuble qui déferlera sur vous de cette manière. Bon, merci, tu nous Merci. rassures un petit peu. Et puis, voilà, on peut que inviter les gens qui habitent sur le littoral à bien tenir compte des consignes. Il y a des exercices assez réguliers. Il y a des bornes qui ont été installées, je sais, dans un certain nombre de villes. Donc, voilà, Et il j'ai faut une se petite tenir chose au à courant. rajouter. Oui, Béatrice. Petite chose à rajouter, parce qu'il y a des chercheurs et que forcément c'est le moment de le souligner. Si tu avais eu accès à ta notification, en fait, il y avait un petit lien pour pouvoir répondre à un questionnaire, parce que justement, il y a eu plus de 9000 personnes enquêtées qui permettent justement de faire progresser la recherche sur le ressenti, les perceptions, sur les types de messages qui sont encore en work in progress et où le ministère et les chercheurs qui travaillent là-dessus, Et oui. il y a encore des imperfections, on en est conscient, mais tout le monde peut contribuer justement à J'en ça. suis désolée Les alors, hein, j'en suis désolée. Je le remplirai avec grand plaisir ce questionnaire. Il faudrait me renvoyer l'alerte, s'il vous plaît. Voilà. Et là, promis, je ne panique pas et je n'appuie pas et je ne fais pas disparaître.
Bon, bah, merci, Merci. merci Béatrice. Alors, on avait prévu de faire un point aussi télétravail, mais je crois qu'on va le reporter à la prochaine fois parce qu'on doit libérer l'antenne à 12h30 parce qu'il y a une autre émission qui enchaîne derrière la nôtre, hein, puisque on est sur un événement spécial sur les femmes de science et donc qui doit commencer dans 1 minute. Donc du coup, bah, Thibaut, Elsa, merci d'avoir fait de la votre écoute. figuration. C'était un plaisir. Mais promis, dans 15 jours, on parle télétravail et on parlera d'autres thématiques également. Merci beaucoup pour votre présence, votre écoute. Et donc, à dans 15 jours pour la suivante. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci, Au à revoir, bientôt. bonne journée.